Studio Balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires d'amour, à la première personne du singulier. Épisode 1, Didier Lestrade et Jim Dolinski. Didier Lestrade a rencontré Jim Dolinski le 26 octobre 1986 au Rex Club à Paris. À ce jour, c'est sa plus belle histoire d'amour. Jim vivait à New York et ils sont tombés amoureux à distance. Ils se sont écrits des lettres, beaucoup de lettres d'amour. Didier a fait des allers-retours pour le retrouver là-bas, découvrir ce mec et découvrir New York. Alors, comment conserver la mémoire des garçons que l'on a aimés? Didier Lestrade a 67 ans et il se définit comme gay classique. Il est svelte, les cheveux courts, une barbe qu'il n'arrive pas à faire pousser. Il soigne son apparence et son image, il est coquet, il se décrit lui-même comme un daddy. Toujours vêtu de blanc, chemise courte et pantalon assortis, son corps est couvert de tatouages. Être un homme, Michel-Ange Vinti. C'était les soirées jungle. Bien sûr, j'étais journaliste toujours. J'ai commencé mon travail à Libération, vraiment. C'était l'explosion de la house. Et donc, j'allais souvent dans les clubs ou dans les rêves et tout ça. Ou d'ailleurs, mon idée, c'était toujours de rencontrer quelqu'un sur le dance floor parce que je pense que les histoires qui commencent sur le dance floor sont toujours les plus belles. Moi, mon truc, c'est pas vraiment de rencontrer quelqu'un dans une backroom, c'est vraiment avec la musique et tout ça. Et là, j'étais pas sur le dance floor, j'étais à côté du bar et je vois un mec qui me plaît tout de suite et qui est en train de parler à Patrick Abassé, qui était un ami journaliste avec qui je partageais le bureau au Guêpier avec Lucou et Lavin, et il y avait Jean-Paul Gaultier. Et j'ai fait un truc que je fais très rarement, c'est-à-dire je me suis carrément interposé dans la discussion, qui est pas vraiment très polie, mais quand même je connaissais Jean-Paul Gaultier assez, on l'avait interviewé pour Magazine, je pouvais me permettre d'être familier avec lui, et j'ai coupé la discussion en caressant les tétons de Jim. Jim était habillé tout simple, avec un jean et des t-shirts blancs, et un t-shirt blanc, très basique East Village, et j'ai vu qu'il était américain, et ça a cliqué tout de suite. On se revoit le lendemain, et puis il vient au Guêpier pour montrer son travail, parce que c'est un collectionneur de photos physiques des années 40, 50, 60. Et puis on part, je lui montre Magazine au Guêpier, il est impressionné, il connaissait pas Magazine, et on traverse la ville en marchant, et puis très vite, je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Hein. C'est très facile de reconnaître ce truc-là. Et dès qu'on est arrivé chez moi, on s'est sauté, on est sauté tous les deux dans le lit, comme dans les films. Et c'est le début de ma plus belle histoire, dans le sens que 6 mois plus tard, Franck Arnal, qui était au Guêpier, m'a envoyé à Libé, à New York. Et je me vois arriver à New York, j'arrive chez Jim parce qu'on avait discuté pendant 6 mois. On était tombés amoureux à distance, en fait. Vous vous écriviez pendant ces 6 mois? On s'écrivait, on se téléphonait. Tout un paquet de lettres d'amour, déjà, mais il n'y avait pas encore une vraie déclaration. Tu vois, c'était du flirt, parce que on avait quand même couché qu'une seule fois ensemble. Et moi, je considère que pour vraiment déclarer, pour dire je t'aime, il faut quand même que ça colle vraiment bien au niveau du sexe. Je me retrouve en même temps à découvrir New York et découvrir ce mec qui habite dans l'East Village, dans Alphabet City, entre B et C. Vraiment,
c'est l'East Village des années 80, quoi. Et je me trouve là où il faut être, au moment où il faut être, avec l'explosion de la house, du garage, de toute l'activité artistique de New York. Et Jim fait partie de ce milieu-là. C'est un artiste lui-même, il connaît plein de gens et il me fait découvrir la ville. Et en fait, c'était le soir. Et quelques minutes après être sorti du métro, on marchait sur le trottoir, on rentrait chez lui et on s'est dit ce qu'on ressentait. Et là, je suis allé un peu plus vite que d'habitude, dans le sens que oui, on n'avait pas eu beaucoup de sexe, mais je savais que j'avais jamais été aussi bien avec quelqu'un. Parce que j'ai vu tout de suite qu'on était à égalité. Je sentais vraiment que intellectuellement, culturellement, sexuellement, on était sur le même niveau, on aimait les mêmes choses. Et donc, c'était la consécration de ce que j'avais toujours pensé dans ma vie en regardant des films classiques quand j'étais ado ou alors en lisant des histoires d'amour, c'est que quand c'est vrai, il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications à donner et il y a une évidence, quoi. Je suis assez nunuche dans ma vie. C'est-à-dire que je crois vraiment que ces relations-là, on n'en a pas 36 000 dans la vie. On devrait en avoir 36 000, mais ce niveau-là d'équilibre, il est rare. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 4 années qu'on a eues ensemble, parce que je suis allé beaucoup de fois à New York, il est venu à Paris. Je n'ai jamais eu de relation après qui soit aussi saine, sans enjeu, sans codépendance, sans... Et ça, c'est un confort complètement dingue, parce que ça veut dire qu'au niveau sexuel, on se satisfait, on peut parler de tout, on n'est pas jaloux. Elle m'a surtout montré que j'avais raison depuis le début, que mes espoirs étaient fondés et que ce que je sentais d'une manière confuse et instinctive, c'était comme si c'était un guédard qui était à puissance 5000 et que tout ce que j'avais espéré dans ma vie, tout d'un coup, je l'obtenais, mais d'une manière facile. C'est ça, parce que des fois, en fait, pour obtenir ce qu'on veut, il faut se battre. Et là, j'ai pas eu à me battre. J'ai pas eu à essayer de séduire, de convaincre. C'était Jim m'aimait autant que moi je l'aimais. Donc, il y avait une réciprocité qui est pour moi la base de l'amour, du sexe, c'est-à-dire du respect. Du respect. Qu'est-ce que tu aimais chez lui ? D'abord, j'aimais comment il était. C'était un mec typique de l'East Village, les cheveux rasés, qui était pas fashion du tout. C'était jean, chemise blanche ou t-shirt blanc, des godasses aux pieds. C'était pas quelqu'un qui était très attiré par la mode, à part, c'était les grandes années de Gap, mais Gap à l'époque, c'était vraiment très basique quand même. Et ce que j'aimais chez lui, c'est son côté simple. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans son appartement, c'est des odeurs, c'est les odeurs de sa mousse à raser dans la salle de bain, de ses produits pour les dents. Il y avait un parfum chez lui, c'était quelqu'un de très blanc avec, moi j'aime souvent les personnes racisées, mais là c'était vraiment quelqu'un qui était blanc de blanc, quoi. Une jolie queue circoncise, pas énorme, mais vraiment belle aussi, un très beau design. C'était un mec qui était joli de A à Z et qui était positif. J'aimais beaucoup sa manière de danser aussi, parce qu'il m'a amené quand même au Paradise Garage et tout ça la première année. C'était un mec qui sentait bon. J'adore, moi je suis très sensible à l'odeur des gens, mais pas l'odeur naturelle. L'odeur naturelle. C'était quelqu'un qui a
qui souriait tout le temps, qui était pas triste, qui ramait dans son travail parce qu'il devait faire des petits jobs pour continuer son idée de sauver des studios de culturistes, de photographes culturistes avec des artistes qui arrivaient à la fin de leur vie, et puis il fallait vraiment sauver ces milliers de photos, de tirages, et donc on ramait tous les deux dans notre. Je l'ai rencontré alors que j'arrêtais Magazine, donc et Magazine, j'ai jamais eu d'argent, j'ai jamais fait de l'argent avec Magazine, donc on avait un côté quand même alternatif. Et puis c'était, comment dire, c'était du cuddle, c'était de la caresse, c'était du sexe, mais c'était beaucoup d'affection, quoi. On a pris une fois un extase juste pour regarder des épisodes de Pee-wee, quoi. Enfin, ce qui est merveilleux dans une relation, c'est de faire les choses à deux. C'est même le fait d'aller faire des courses, d'aller au supermarché, c'est génial. Et souvent, après, quand on n'a plus ça, le fait d'aller faire les courses, ça devient quelque chose d'un peu tristouné parce que on se rappelle Moi, je suis pas dans l'idée de mariage. Je suis pas vraiment, même si je me serais jamais marié, mais c'est le niveau le plus haut pour moi de couple. Et d'être un couple dans la rue, d'être à l'aise, de pouvoir s'embrasser. Je suis pas tellement dans le genre de tenir mon mec par la main, mais à New York on pouvait le faire, à Farallon on pouvait le faire, et même à Paris à cette époque-là on pouvait le faire. Si c'était pas trop lourdingue. Et on avait un côté un peu jumeau, on s'est fait le même tatouage sur le bras, il y avait quelque chose, il y avait un truc fusionnel. C'est-à-dire que ce qui faisait m'intéresser, ce que je faisais l'intéresser. Il y avait de l'admiration. Oui, une admiration commune. Et puis, on avait dans l'espoir de fusionner, même au niveau du travail, parce que... de faire des projets ensemble. Des projets ensemble. Jim, c'était de l'image, c'était de la photographie, une grande érudition de la photographie masculine. Et moi, j'écrivais, donc on aurait pu faire des livres, des expos, continuer cette exploration de la photographie masculine, parce que moi je l'avais beaucoup encouragé en France, et puis lui il connaissait tous les artistes, il m'a présenté quand même des gens comme Stanley Stellar et tout ça, et puis il y avait Act Up, on en parlera après, mais je veux dire je n'ai jamais eu de conflit avec lui, c'est ça qui est incroyable, on s'est jamais engueulé. Donc c'est très rare dans les relations, parce que des fois on peut s'engueuler pour 3 fois rien, quoi. Non, il n'y a jamais eu ça. Donc moi j'étais obligé, vous savez, dans les relations on calcule tout ça. Il y a une sorte de mémoire arithmétique qui fait que on s'est pas engueulé aujourd'hui, on s'est pas engueulé pendant 15 jours, on s'est pas engueulé pendant 1 an, 2 ans, et puis à un moment on réalise qu'on a une âme sœur. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. La découverte de la séropositivité n'a pas été un drame chez moi parce que d'abord j'avais anticipé et puis je faisais des tests depuis 85, donc à chaque fois c'était négatif, et quand ça a été positif, j'ai considéré que ça faisait partie pas d'un destin commun, mais enfin je me suis dit si ça arrive à d'autres, il y a peut-être pas vraiment beaucoup de raisons pour que ça m'arrive pas à moi. Et puis Jim était séropositif, mais n'avait pas fait son test. Et c'est quand j'ai été séropositif qu'il a fait son test, et il s'est avéré qu'il était séropo, et d'une manière plus ancienne que moi, parce que son système immunitaire était déjà atteint. Quand il a fait son test, il avait 500 T4, 500 CD4, et 500 c'est vraiment le début de la frontière dangereuse où en dessous on peut commencer à choper des infections opportunistes. Mais c'est quelque chose qui nous a rapprochés, pas vraiment d'une manière c'est génial d'être séropo, c'est juste qu'on est là
je suis là pour toi et tu es là pour moi. Et puis, je n'aurais pas créé Act Up Paris si Jim ne m'avait pas amené à Act Up New York. Et quand je suis allé à ma première réunion, c'était avec Jim et j'étais vraiment impressionné. J'ai vraiment reçu une baffe intellectuelle et politique. À la sortie, il m'a dit, il était un peu fier, il me disait, je savais que ça allait te plaire. Et ça m'a encore plus touché qu'il me dise ça parce que il avait compris ce que j'étais déjà, parce que j'étais déjà en train d'écrire des articles sur le sida dans Guêpier. Et j'étais dans un mode militant de journaliste qui veut faire découvrir Act Up New York au public français. Donc, je serais peut-être allé, bien sûr, à Act Up New York sans Jim, mais cette introduction était vraiment le prolongement de notre relation. Il m'a mené dans la maison qui allait être ma future maison. Et pour moi, il n'était pas du tout question en 87, 88 de créer Act Up Paris. J'étais dans mon travail de journaliste et tout ça. Et puis, je voyais vraiment la tâche de travail. Donc, à cette époque-là, j'étais pas du tout assez fort pour m'imaginer et me plonger là-dedans. La dégradation de la maladie de Jim dès 89, en fait, m'a aussi obligé à me jeter dans ce combat-là. Et puis surtout, c'est qu'il y avait un échange constant. Jimmy m'envoyait des cassettes de musique, de WBLS, de Kiss FM, de Mix. À chaque fois qu'il y avait des articles intéressants dans le Village Voice, il me les envoyait. Donc Jim a continué à me nourrir comme moi, je le nourrissais aussi par ce que je faisais et puis surtout par le radicalisme qui est le mien, qui commençait à grandir, à bourgeonner, à être de plus en plus important. Alors que Jim, on en parlera plus tard, la maladie l'a tellement affecté que très vite il a baissé les bras. Donc moi je m'engageais à fond alors que lui commençait à avoir de plus en plus de problèmes physiques et médicaux, perdre le poids, avoir des candidoses œsophagiennes, enfin. Le problème de cette histoire d'amour, c'est que ça a été la plus belle de ma vie, mais elle a mené à la mort. Et je n'ai pas su l'accompagner comme il fallait. Donc j'ai échoué. Pour moi, le fait d'échouer dans la mort de Jim, ça a été un échec militant. Normalement, après 2 ans de militantisme à Act Up, j'aurais dû être blindé et j'aurais dû savoir trouver les mots, trouver les gestes, Et en fait, je me rappelle que la dernière fois que je suis allé à New York, le dernier jour, je suis allé faire mes courses. Je suis rentré chez lui avec 2 sacs Gap et il était au milieu de son loft avec un lit médical. Il était déjà... c'était d'achot, quoi. C'était déjà un homme qui ne ressemblait en rien avec l'homme que j'avais aimé. Et j'ai vu dans son regard la colère. C'est-à-dire que, et là, j'ai compris que je faisais quelque chose qui était impardonnable, c'est-à-dire de faire du shopping et de ramener des choses à Paris comme je faisais avant quand ça allait bien avec lui. Et que là, maintenant, c'était quelque chose qui était obscène. Et ça m'a donné une culpabilité énorme qui fait que, encore aujourd'hui, vous savez, tu sais, sur Facebook, il y a cette page où les gens mettent une photo ou un témoignage de quelqu'un qui est mort du sida. Eh ben, encore aujourd'hui, en 2025, j'ai même pas le courage de mettre la photo de Jim. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il m'a légué quelque chose au niveau de son héritage. J'ai toujours la carte devant mon ordinateur depuis 30 ans. Je ne suis jamais allé chercher ce qu'il m'a donné parce que je me considère pas, je n'y ai pas droit. Tu vois, j'ai tellement raté sa mort que après ça m'a aidé pour réussir les morts et les maladies de tous les amis, de toutes les personnes que j'ai connues, mais il fallait que j'échoue pour le réussir ensuite.
Et je n'ai pas été capable, alors que je savais ce qu'il fallait faire. C'était dans les livres, c'était dans les brochures médicales militantes que je lisais, et parce que c'était la personne que j'aimais le plus, et je détestais cette maladie qui m'enlevait la personne que j'aimais le plus, et il y avait rien que je puisse faire. Vous savez, quand on est malade du sida, et quand on est dans un stade comme ça de dépendance, d'immobilité, de douleur, de malnutrition, enfin, c'est un peu la même chose que les vieux, des fois, dans les maisons de retraite, il y a de la colère au moment de partir. Et les malades ont de la colère. Et ils ont de la colère envers eux-mêmes, envers la société, envers leur corps. Mais à ce moment-là, j'ai pas su y répondre. Et vraiment, comme je dis, il a fallu que je merde pour réussir ensuite. Et donc, je me reproche d'avoir merdé pour la personne que j'aimais le plus. Mais est-ce que j'ai peut-être merdé précisément parce que c'était la personne que j'aimais le plus? Didier Lestrade a publié ses mémoires 1958-2024 chez Stock. Pour celles et ceux qui veulent prolonger cette histoire, le livre est disponible en librairie. Être un homme est un podcast de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Cette 4e et dernière saison a été enregistrée en reportage à Paris et dans mon salon à Bruxelles, durant l'hiver et le printemps 2025. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne depuis le début, David Federman, Géraldine Jonkers et Julien Barbier. Merci aux garçons invités pour leurs paroles, leur courage et leur confiance. Et merci à vous pour l'écoute, les messages et la présence. Merci d'avoir écouté ces histoires à la première personne du singulier.